Je suis Grégory Pouy et vous écoutez Vlan, un podcast qui vous aide à être plus serein en comprenant, avec nuance, le monde dans lequel nous évoluons. Est-ce qu'on peut considérer le vieillissement comme une maladie ? Et pourquoi pas la mort comme une maladie ? Ça peut sembler complètement fou, et pourtant c'est le domaine de recherche de mon invité du jour, Jean-Marc Lemaître, qui est directeur de recherche à l'INSERM, qui est co-directeur de l'Institut de médecine et régénérative en biothérapie de Montpellier, qui est l'auteur d'un ouvrage qui vient de sortir aux éditions Alary qui s'appelle « Décider de son âge ». Et vous allez voir, c'est un excellent vulgarisateur. Et ensemble, on va discuter de la manière dont notre corps évolue, pourquoi techniquement on vieillit et comment on pourrait reléguer ça à une maladie, c'est-à-dire réparer la vieillesse. C'est une discussion qui est passionnante, vous allez comprendre des tonnes de choses, d'autant que plus que Jean-Marc s'exprime extrêmement bien, il explique extrêmement bien. Une discussion passionnante donc, que je vous laisse écouter. Allez Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Jean-Marc. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui ? Très bien. C'est important de vous poser la question à vous. En pleine santé ? Si je vous la pose pas à vous. Avant qu'on parle de longévité, j'avais une question que je me pose de manière un peu plus générale. Est-ce que l'un des soucis dans nos sociétés, c'est qu'on ne sait pas comment accompagner nos vieux ? C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a... Une des choses qu'on voit sur les zones bleues, c'est l'utilité à la communauté. Et en fait, on a, nous, ce système de retraite où les gens, en fait, une fois à la retraite, ils s'ennuient, mais ils sont plus vraiment utiles à la communauté, ou ils se sentent plus utiles à la communauté, alors qu'en fait, on sait que c'est vraiment important. Donc, avant même de parler des méthodes, de la technique, etc., est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu dans la manière dont on accompagne les vieux, mais aussi comment eux vivent leur retraite ? Alors, c'est vrai que dans les zones bleues, ce sont des personnes qui restent actives tout au long de leur vie. Finalement, à 90, 100 ans, ils sont actifs, ils font soit leur jardin, soit ils ont des relations sociales, ils sont à proximité souvent de la famille, des petits-enfants, etc. Donc ils ont une utilité permanente qui finalement ne décroît pas avec le temps. C'est vrai que quand on est dans un pays où on a une retraite prévue, un âge donné, eh bien, il faut se réinventer cette période-là. Et finalement, peut-être que pour certaines personnes, au fil de l'habitude du travail et puis le fait de rentrer en retraite, se disent que on va se mettre en stand-by en quelque sorte, mais c'est réellement pas une bonne chose pour la santé. L'idéal, c'est de rester actif le plus longtemps possible et donc essayer de prendre cet exemple des personnes des zones bleues. Socialement, est-ce que on a réellement besoin de se dire qu'on a une période de travail et puis ensuite une période de retraite ? Il faudrait presque que ce soit une continuité. Est-ce qu'il y a des... Je ne sais pas si vous connaissez des règles. Comment les gens s'occupent en fait une fois qu'ils sont à la retraite ? Ces personnes dans les zones bleues, donc les zones bleues, c'est les zones où les personnes vivent plus longtemps, où il y a le plus de centenaires. Absolument. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font du... Alors j'ai vu moi un documentaire entre autres sur Netflix, je crois de mémoire, où on voit beaucoup qu'ils jardinent. On voit aussi, alors je sais plus sur quelle île en Europe où en fait les rues sont escarpées, donc en fait ils montent. Donc en fait quelque part ils sont actifs par défaut. Absolument, ils ont une activité régulière sans être obligés de faire du sport ou de l'activité physique. Je dirais à des dates fixes ou des moments fixes dans la semaine. C'est une activité permanente. Les gens qui sont dans les zones bleues, les études indiquent que finalement ils sont entre 1h30 et 4 heures dans la journée en inactivité, c'est-à-dire assis, manger, etc. Une étude en France a montré que les personnes de plus de 60 ans étaient entre 5 et 9 heures assis, dont 4 passaient devant la télé. Donc effectivement, une fois la retraite, si on passe son temps devant la télé, dans le fauteuil, je pense qu'on va pas être centenaire en bonne santé. Mais alors, est-ce que ça, c'est pas aussi vrai pour les personnes actives qui sont au travail et qui restent assises devant leur bureau ? Absolument. Il faudrait avoir une activité beaucoup plus régulière, tant qu'on peut prendre le vélo plutôt que la voiture, mais c'est pas toujours facile.
Il y a des systèmes aujourd'hui maintenant où même on peut être debout devant son ordinateur, etc., pour avoir pas rester assis toute la journée. Donc ça, c'est des petites choses. Et puis au lieu de prendre l'ascenseur, on monte l'escalier. Voilà, il y a des petites choses qu'on peut faire. Mais il va de soi que pendant 40 ans, si on en reste à ça, ça n'est pas suffisant pour maintenir une bonne santé. Donc il faut à côté avoir des périodes d'activité physique, quelques fois par semaine, si on n'a pas l'activité suffisante journalière. Donc le bureau debout, ça fonctionne, ce que vous dites, parce que pourquoi ça marche en fait, c'est ça que je comprends pas. Et ben en fait, le fait d'être debout, on piétine un peu, on est devant, on n'est pas assis avec aucune pression sur les jambes. Donc ça, ne serait-ce que ça, c'est déjà bon pour le retour veineux. Ok, très clair. C'est quoi l'effet de l'activité physique sur le cerveau et sur le corps? En dehors du fait qu'on peut construire du muscle, etc. Mais par exemple, quand on nage ou quand on court, on ne construit pas de muscle. On construit un petit peu de muscle, mais on travaille sur son cœur. Mais ce que j'aimerais comprendre, c'est surtout les processus à l'intérieur du corps quand on fait du sport ou quand on fait une activité physique. Oui. Alors, on sait que lorsqu'on fait de l'activité sportive, on va augmenter la pression sanguine dans notre... Je ne parle pas de tension, je parle de pression sanguine dans nos vaisseaux. Donc on va améliorer l'élasticité de nos vaisseaux, et on sait qu'un des problèmes avec l'âge, c'est la rigidité qui se met en place au niveau des artères et le manque de souplesse au niveau des vaisseaux. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a un sang qui circule plus vite, donc on a une meilleure oxygénation des tissus, et aussi on retire plus efficacement les déchets des tissus parce que le sang, ça sert à ça et ça circule plus vite. Et puis ensuite, on sait que quand on a une activité physique, si on fait un test de cognition 15 minutes après l'activité physique, c'est amélioré aussi. Donc là, le mécanisme, à part l'oxygénation du cerveau, il n'y a pas de chose mieux décrite en tout cas. Ensuite, on sait qu'on mobilise aussi notre système immunitaire et nos cellules immunitaires circulantes parce que on va avoir une activité qui va se mettre en place. On rajoute encore une diminution de l'inflammation. En fait, quand on fait du sport, on va avoir au niveau musculaire un certain nombre de déchirures musculaires, etc. Et donc, on a plutôt tendance à dire on va créer un peu d'inflammation. Bien sûr. Mais quand on crée de l'inflammation, notre système immunitaire réagit et résout cette inflammation. Et donc, sur le temps long, avec l'activité physique, on a plutôt une diminution de l'inflammation. Donc, il y a pas mal de bénéfices différents à faire de l'activité physique. Et est-ce que... parce qu'en fait, les recommandations, et ce qu'on voit plutôt... Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, ce qu'on voit en général, c'est les gens qui font du sport le week-end. Beaucoup. Et qui vont se donner à fond, c'est-à-dire qu'ils vont faire, je sais pas, 1 heure de footing, ou qui vont voir 2 heures de footing, ou je sais pas trop quoi, mais enfin, ils vont se donner à fond pendant une journée. On a les recommandations qui sont, je crois, 3 fois par semaine, de mémoire. Oui, c'est cet ordre-là. Idéalement, il faudrait faire quoi ? Alors, idéalement, il faudrait être en mouvement, c'est-à-dire qu'effectivement, pour tant qu'on peut, soit prendre le vélo, soit aller à pied au travail, mais ça, c'est restreint aux personnes qui sont à proximité, qui n'ont pas à prendre la voiture. Ensuite, si on fait déjà du sport 3 fois par semaine, c'est pas mal. De là à faire des excès, attention, quand on fait en fonction de l'âge en plus, on ne peut pas se permettre forcément de faire des excès. Quand on est jeune, évidemment qu'on va avoir tendance à essayer de se dépasser un peu, voilà, et puis aussi essayer de conserver un peu son muscle, donc faire un peu de musculation. Mais ce qu'il faut, c'est, en même temps qu'essayer de maintenir son muscle, il faut aussi faire un peu de cardio pour garder le cœur efficace. Et donc, il faut essayer de monter un peu en cardio. Mais ça, il faut faire attention, effectivement, quand on vieillit, on peut le faire, mais dans certaines limites. Alors après, on a des petites montres, vous savez, connectées, qui nous disent « Ouh là là, on est trop en pulsation cardiaque ». On peut très bien utiliser ces outils aussi pour faire un peu de cardio, mais pas en abuser. À quel moment on devient vieux ? À quel moment le système commence à vieillir ? Parce qu'en fait, en général,
Et moi, je le vois. En fait, ce que je vois, plusieurs choses. Je vois d'abord les gens de ma génération qui s'intéressent à ces problématiques arrivées maintenant, c'est-à-dire autour de 45 ans, etc. Mais ce que je vois aussi, de manière assez rigolote, c'est que dernièrement, j'ai interviewé un adulte, mais de 31 ans, et qui me dit, mais tu te rends compte, c'est déjà un peu tard. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, il y a toute une prise de conscience pour une certaine partie de la population, c'est pas le cas de tout le monde, au même moment, c'est-à-dire en ce moment, sur ces problématiques de longévité. Est-ce que ça, vous l'observez aussi? Est-ce qu'il y a une sorte de prise de conscience un peu générale, pas générale, parce que c'est clairement pas tout le monde, mais il y a une prise de conscience quand même un peu globale sur ces problématiques de longévité, on commence à vieillir, je crois, vers les 30 ans, si je me trompe pas trop, on commence à perdre déjà. Alors, biologiquement, je dirais, si on veut donner un âge auquel on commence réellement à vieillir, en fait, c'est presque à la naissance, je dirais. Oui, par définition. Non, mais même, peut-être même pendant la grossesse. C'est-à-dire que faut pas oublier que pendant la grossesse, on est, l'embryon qui se développe est en contact avec la circulation sanguine de la mère, qui, si elle est vieillissante, si elle fume, etc., ça impacte aussi le développement. Donc on met déjà en place un certain nombre de marques qui peuvent être des marques du vieillissement très très tôt. Après, globalement, sur les mécanismes du vieillissement qu'on connaît maintenant, qu'on arrive à bien identifier, je dirais qu'entre 40 et 50 ans, effectivement, en moyenne, on commence, disons, à vieillir dans le sens où il va falloir faire attention parce que le risque d'apparition de maladies du vieillissement se rapproche. Mais globalement, le vieillissement, c'est quand même assez variable. C'est-à-dire que, et c'était un petit peu l'objectif de mon livre, c'est de se dire, attention, on vieillit à des vitesses différentes et même tôt dans la vie, il faudrait pouvoir évaluer où on en est du vieillissement. Parce que quand on le fait, aujourd'hui avec les outils dont la science dispose, eh bien, on peut avoir une quinzaine d'années de différence dans les deux sens par rapport à notre âge chronologique. Donc, on peut commencer à vieillir à 40-50 ans, mais certaines personnes à cet âge-là ont une trentaine d'années biologiquement. Donc, ils ne sont pas vraiment vieux. Donc, c'est tout le paradoxe et la nécessité, effectivement, d'avoir des outils fiables pour essayer de l'évaluer. Alors, vous faites la différence entre âge biologique et âge chronologique. On va peut-être rester un peu là-dessus parce que c'est pas forcément clair pour tout le monde de se dire qu'à 45 ans, on peut avoir 30 ans. A priori, c'est pas naturel de se dire ça. Vous pourriez expliquer un tout petit peu et quels sont les éléments les plus importants pour réduire son âge biologique? Oui, alors... la science a fait pas mal de progrès sur le vieillissement ces 15-20 dernières années. Et on a commencé à mettre en place un certain nombre d'outils, au départ parce qu'on a compris comment on vieillissait. C'est-à-dire qu'à la base, si on vieillit, c'est parce que nos cellules vieillissent. Et on sait aujourd'hui suivre comment nos cellules vieillissent. Ça peut être n'importe quel type de cellules dans le corps, mais ça peut être aussi, par exemple, nos cellules sanguines. Regardez comment elles vieillissent. Et donc, on a identifié un certain nombre de marques de ce vieillissement cellulaire. Aujourd'hui, il y a un consensus chez les chercheurs. On a identifié, on dit 12 marques, entre 9 et 12 marques qui nous permettent de suivre le vieillissement de nos cellules. Et avec ces marques, on a réussi à construire des horloges. Ce sont ce qu'on appelle des horloges biologiques, alors avec différentes marques. Certaines, c'est, vous savez, ces petites extrémités que l'on a sur nos chromosomes, qu'on appelle les télomères. Eh bien, ça, typiquement, ça nous permet de construire une horloge et donc de dire à quel moment du vieillissement on en est. En fait, c'est des choses assez simples. On prend une cohorte de personnes qui ont entre 20 ans et 80 ans, et puis on regarde globalement où en sont l'état de ces marques. Et avec ça, on trace une corrélation en fonction de l'âge de l'individu. Alors au départ, la corrélation est faite par rapport à l'âge chronologique de l'individu, c'est le seul âge qu'on connaît.
Et puis ensuite, on implémente un certain nombre de paramètres qui sont la VO2 max pour les sportifs, l'indice de masse corporelle, l'apparition des maladies du vieillissement, etc. Et là, on infléchit cette corrélation et elle devient plutôt corrélée à l'âge biologique plutôt que l'âge chronologique. Et donc ça nous permet de dire, si une personne a 50 ans, si effectivement elle a une probabilité d'avoir des maladies liées à l'âge plus précoce que les autres, et de calculer son âge biologique, c'est-à-dire où en est sa biologie. Est-ce qu'on pourrait revenir sur... parce que vous parlez là de l'indice de masse corporelle et du VO2 max, donc qui sont deux tests qu'on peut faire, qui ne sont pas extrêmement chers, mais par contre c'est très difficile de trouver des lieux pour le faire. À Paris, je crois qu'il y a 2 lieux de mémoire. Je sais pas dans Paris, je suis pas parisien. Pas Paris. Mais même, je veux dire, même dans la capitale, il n'y a pas des tonnes de lieux pour le faire. Est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est et c'est quoi un bon indice de masse corporelle et de masse grasse, parce qu'il y a aussi cette question de masse grasse, évidemment. Alors, l'indice de masse corporelle, en fait, quand on l'utilise pour implémenter des données de santé, c'est par rapport à l'obésité. C'est-à-dire que si on a un indice de masse corporelle avec une proportion, bien sûr, de masse et donc de gras, souvent, plutôt que de muscles, qui est excessif, dans ce cas, on sait l'obésité crée de l'inflammation. Et l'inflammation, ça fait vieillir nos tissus. Donc typiquement, l'indice de masse corporelle, ça permet de mesurer un peu le gras qu'on a en excès. La masse en excès, c'est rarement du muscle. Hein, donc voilà. Ça peut arriver, on peut avoir un indice de masse corporelle trop élevé quand on a beaucoup de muscles, mais c'est rare. C'est plutôt rare. Après, la VO2 max, c'est la capacité de consommation de l'oxygène à l'effort. C'est-à-dire que plus on est en mesure de consommer de l'oxygène, plus on va avoir la capacité à faire fonctionner ses muscles et donc d'avoir une santé, je dirais, plus importante. Comment on peut faire pour perdre du gras ? C'est quoi la bonne méthode ? Il y a beaucoup de gens qui pensent que le footing et la transpiration... En fait, il y a une fausse croyance que le gras s'en va par la transpiration, alors qu'évidemment, c'est pas le cas. Non, en fait, c'est le sport, c'est l'activité physique qui peut permettre de perdre du gras. Parce que finalement, si on prend du gras, c'est parce que, malgré tout, on a un nombre de calories trop important à avaler dans la journée. Il faut savoir que 1 kilo de gras, c'est l'équivalent de 7200 calories. Donc, si vous faites un petit peu de marche, vous en utilisez 300, comme vous le dit votre montre connectée, il faut aller aux 7000. Vous voyez, ça fait beaucoup de... Après, 1 kilo de gras, il faut y aller quand même. Hein. Enfin, je sais pas. Mais perdre 1 kilo de gras, c'est pas énorme, en fait. On a vite 1 kilo de gras. Ah oui, donc, vous voyez, gras, oui. Et donc, c'est guère que... Alors, bien sûr, si on diminue le nombre de calories, on va perdre aussi du gras, mais on risque de perdre aussi du muscle. Donc, si on fait ça, si on diminue le nombre de calories, il faut en même temps avoir une activité physique qui va nous permettre de maintenir la masse musculaire avec un apport en protéines qui permet de le faire. Donc, c'est toujours... c'est pas si facile que ça de perdre du gras et de se maintenir au poids. J'ai pas lu, d'ailleurs, j'ai vu un TED Talk qui expliquait que le gras, en l'occurrence, sort pas par la transpiration, il sort par la respiration, donc c'est l'air qu'on expulse. Alors ça, le gras, en fait, dans nos cellules, on a des petites usines qui nous produisent notre énergie, sont les mitochondries. Le carburant pour ces mitochondries, c'est soit le sucre, soit le gras. Donc, typiquement, si on arrive en diminuant le sucre, eh bien, à ce que nos mitochondries utilisent plutôt le gras, et en plus, quand elles utilisent le gras, elles produisent moins de radicaux oxydants. Et donc, c'est tout bénéfice. C'est quoi les radicaux ? Les radicaux oxydants, en fait, ce sont des composés, des composés qui sont produits par notre métabolisme, qui ont des groupements oxygène qui sont hyper réactifs
et qui sont capables d'aller se capter sur n'importe quel composé de la cellule, et donc les protéines, les lipides, etc., les oxyder et puis altérer leur fonction. Vous parliez tout à l'heure de musculation et de création de muscles. Après l'indice de masse corporelle, il y a aussi l'indice de masse grasse. Oui. Qui est important, c'est-à-dire on peut maintenant faire des tests pour savoir de manière assez précise, ça s'appelle un DEXA-scan, son indice de masse grasse, son indice de masse corporelle, le pourcentage de muscles, etc., etc., la densité des os aussi. Comment on fait pour réduire son indice de masse grasse ? Enfin, toute la partie grasse, en fait, comment on fait pour... il y a le sport, bien sûr, mais en fait... C'est ce que je disais, il faut de l'activité physique, ça c'est clair. Et on peut diminuer un peu les calories, mais il faut faire attention quand on vieillit. Voilà, il ne faut pas non plus être malnutri. Il faut garder un taux de protéines important, mais faire de l'exercice. Alors, quand on dit prendre moins de calories, faire de l'exercice, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on consomme plus de calories, donc on revient à la même chose. Donc, il n'y a pas plus de secret que ça, hein. C'est vraiment dépenser plus d'énergie ou bien en consommer moins pour aller puiser dans le gras. Une question que je voulais vous poser au début, et je ne l'ai pas fait d'ailleurs, mais je crois comprendre que votre expérience personnelle, en l'occurrence le décès de votre père, ça a été un indicateur pour vous pas un indicateur, mais en tout cas un moteur pour vous intéresser particulièrement à ces sujets. Et la question derrière, c'est qu'est-ce qui fait que vous êtes passionné pour la longévité et pour ces sujets autour de la santé ? Alors en fait, probablement que le décès de mon père, probablement que c'est arrivé tard dans le fait que je me suis intéressé au vieillissement. Ça n'a pas été le déclic initial. Mais après, le fait de voir mourir nos proches, on prend conscience quand même que la vie a une limite, et que cette limite, on a tous plus ou moins envie, et c'est presque général, hein, il n'y a pas de personnes quelques exceptions, on a tous envie de vivre une vie en bonne santé, et le plus tard possible. Finalement, qui n'a pas cette vocation-là ? Et quand on s'aperçoit que toutes ces maladies invalidantes liées au vieillissement s'accumulent avec le temps, on se dit d'abord, on n'a pas envie, soi-même. Et puis ensuite, on se dit, on est biologiste, on se fait une idée du vieillissement, c'est-à-dire que même si on ne travaille pas dans le domaine, au départ, on travaille sur un autre domaine de recherche, on est biologiste, et puis on fait des hypothèses juste en s'intéressant au vieillissement. Et puis les choses maturent, et puis à un moment on se dit, mais non, mais c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. C'est peut-être prétentieux au départ, hein. Et puis pas parce que on n'est pas du domaine, ça peut être un peu naïf comme question, etc. Puis des fois, le fait d'être naïf dans le domaine, ça marche un peu. C'est très socratique comme démarche. Voilà, et donc pour le coup, c'est probablement ça au départ. Et puis après, on se dit, oui, on a tous les proches, on se dit, de toute façon, avec l'augmentation de la longévité, beaucoup de personnes vont être malades. Donc il faut prendre la mesure de ça, et il faut essayer de prévenir tout ça. Donc finalement, traiter le vieillissement, c'est probablement essayer de faire très tôt de la prévention. Parce qu'il y a vieillir... Parce que les personnes qui nous écoutent pourraient se dire, l'espérance de vie, elle augmente, après tout, donc tout va bien, il n'y a pas vraiment besoin de se poser sur la question. Mais après, il y a vieillir en bonne santé, c'est surtout ça le sujet, peut-être. Parce qu'il y a beaucoup de maladies chroniques. Absolument, absolument. Et en fait, le premier facteur de risque de ces maladies, du vieillissement, c'est le vieillissement lui-même. En fait, la recherche nous a indiqué ces dernières années que probablement on pourrait considérer la vieillesse comme une maladie, et que les maladies qu'on connaît de la vieillesse, le diabète, les maladies cardiovasculaires, neurodégénératives, ostéoporose, arthrose, voilà, cette cohorte de maladies du vieillissement, eh bien peut-être ce ne serait que les conséquences du vieillissement. Et assez tôt, avec ma recherche, je me suis dit qu'il fallait comprendre comment les cellules vieillissaient, parce que c'est ça la base. Si les cellules vieillissent,
le tissu vieillit, l'organe vieillit, le corps vieillit. Et si on arrive à enrayer cette machine, parce que vieillissement, on le sait, c'est inéluctable. Si on arrive soit à freiner, soit éventuellement de temps en temps à pouvoir faire marche arrière sur notre âge biologique, eh bien peut-être qu'on va empêcher ces maladies du vieillissement. Alors justement, j'avais une question. Enfin, j'en ai plusieurs. Mais vous parlez de déprogrammation épigénétique. Alors, l'épigénétique, c'est utilisé dans tous les sens. Vous ne le savez peut-être pas d'ailleurs, mais... Si. Il y a beaucoup de gens qui vous parlent d'épigénétique et de manière très... Enfin, à mon sens, en tout cas, de manière très étrange, sans trop savoir ce que c'est que l'épigénétique. Alors d'abord, c'est quoi l'épigénétique? Parce qu'on s'en sert beaucoup dans le développement personnel, par exemple. Où, moi, ça me semble un peu fumeux, mais je suis très curieux de comprendre. Oui. Et après, c'est quoi la déprogrammation épigénétique? Oui. Alors, l'épigénétique, c'est... Au-delà de la génétique, on a tous 22 000 gènes qui expriment les fonctions de nos cellules. Et à côté de ça, on a tout ce qui va réguler l'expression de ces gènes. Et c'est ça l'épigénétique. Et il y a beaucoup de choses qui régulent l'expression de nos gènes. Il y a par exemple, vous savez, sur nos brins d'ADN, où sont localisés nos gènes, eh bien, on a juste devant ces gènes des sortes de petites organisations, de petits interrupteurs qui font qu'on va allumer ou éteindre un gène. Eh bien, tout ce cortège de régulateurs de nos gènes, c'est de l'épigénétique. Alors, c'est des facteurs, ça peut être des protéines, ça peut être des marques avec des groupements, etc. Il y a tout un code épigénétique qui nous permet de réguler l'expression des gènes. Ça, c'est l'épigénétique. Après, quand on essaie de globaliser un petit peu les choses. Alors l'épigénétique, il n'y a pas que ça. Il y a encore d'autres petites molécules qui permettent de dégrader les messagers qui vont être traduits en protéines, etc. Donc il y a vraiment, c'est tout un ensemble d'événements, de protéines, de facteurs, etc. qui vont réguler l'expression. Ensuite, on sait que ces régulateurs, eh bien, ils sont en contact avec ce qu'on va manger, par exemple, l'alimentation, des petites molécules qui vont aller régler un certain nombre de ces groupements et modifier l'expression des gènes. Donc en fait, ce qu'on vit, l'environnement, le mode de vie d'une façon générale, ce qu'on mange, l'activité physique aussi, eh bien ça va émettre des signaux vers ces organisateurs de nos gènes qui vont régler leur expression différemment. Donc avec de l'alimentation, de l'exercice physique, on peut activer un certain nombre de gènes ou on peut en réprimer un certain nombre. Donc typiquement, on peut agir sur le fonctionnement de nos cellules juste avec des activités qui ne sont pas au départ des petites molécules. C'est juste, voilà, l'épigénétique, on le globalise parce qu'on parle parfois d'alimentation, d'exercice physique, on dit c'est l'épigénétique. Oui, c'est en lien avec l'épigénétique. Oui. C'est au-delà de nos gènes. Et quand on veut reprogrammer, donc reprogrammer, ça implique quoi? Ça implique que on va qu'il y a une déprogrammation. Déprogrammation. Oui, alors déjà, ça veut dire qu'on va modifier la manière dont notre corps fonctionne au quotidien, c'est ça? Alors, plus exactement, nos cellules. Oui. Alors, en fait, quand on travaille sur le développement, et j'ai travaillé sur le développement embryonnaire pas mal d'années avant de m'intéresser au vieillissement, on sait que dans l'œuf, on a un génome. Et puis au cours du développement embryonnaire, on va fabriquer 220 types cellulaires différents, avec le même génome qui a été copié. Donc qu'est-ce qui fait la différence? C'est ces petits interrupteurs et ce code qu'il y a devant les gènes. Et en fonction de quel gène on va activer, quel gène on va réprimer, la combinaison de ça va donner une identité à la cellule. Donc ça va être une programmation. Donc on programme nos cellules et nos gènes pendant le développement embryonnaire. Et l'hypothèse qu'on avait fait avec mon équipe, c'était que, avec le temps, parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait quelques analyses qui montraient que peut-être que ces promoteurs, ces zones qui organisaient le génome, elles étaient modifiées avec le temps. Donc on a fait l'hypothèse que le vieillissement, comme on savait par ailleurs que la part génétique était très faible, que le vieillissement était majoritairement épigénétique, eh bien que notre génome se déprogrammait. Et donc s'il se déprogramme, peut-être qu'il y avait une solution pour le reprogrammer.
et le reprogrammer à l'état juvénile. Et ça a été un peu l'objet, effectivement, de nos recherches. Alors, comment on fait ça? Parce que, du coup, tout le monde a envie de faire ça. Alors, on peut déjà le faire avec, l'alimentation, l'exercice physique, etc. Ça, c'est la première chose. Parce que, et c'est assez récent, hein, il y a une étude pilote qui montre que si on change complètement notre mode de vie, c'est-à-dire que si on était sédentaire, on se met à avoir une activité physique, il y avait de la malbouffe, on passe à un régime méditerranéen, on était un peu stressé, etc. On commence à se mettre à des activités de yoga, de méditation, etc. Et en 8 semaines de temps, si on mesure notre âge épigénétique, qui est en gros notre âge biologique, hein, qui reflète notre âge biologique, eh bien on peut gagner jusqu'à 3,4 années en 8 semaines. Et comment ? Juste en modifiant notre épigénome. C'est-à-dire, en fait, on fait déjà une reprogrammation sur certains gènes qui nous permettent d'identifier qu'on a gagné des années d'âge biologique. Nous, dans le laboratoire, lorsqu'on l'a mis en évidence, on a procédé autrement. On était sur des cellules, on était dans la boîte de culture. Il y avait un professeur japonais qui avait montré qu'on pouvait effacer l'identité d'une cellule pour la rendre indifférenciée, en faire une cellule embryonnaire, avec quelques facteurs de reprogrammation. Et nous, on a travaillé un petit peu dans ce domaine-là en se disant, parce qu'à l'époque, l'hypothèse de mon laboratoire, c'était ça, c'était que le vieillissement était épigénétique et qu'il fallait trouver un moyen de reprogrammer pour rajeunir une cellule. L'objectif étant de rajeunir la cellule. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé ce petit cocktail de ce professeur japonais qui est devenu entre-temps prix Nobel de physiologie et de médecine. Puis ça n'avait pas marché. Puis finalement, il a démontré lui-même avec d'autres personnes. Il y avait 6 laboratoires qui ont démontré que le vieillissement, la sénescence, c'était une barrière. On ne pouvait pas reprogrammer ces cellules qui étaient altérées au niveau épigénétique. Et nous, on a insisté, on a trouvé une solution, on a combiné des facteurs en plus, etc. Et donc, on a reprogrammé ces cellules. Donc, on avait 6 facteurs géniques qui nous a permis, à partir de cellules de centenaires et des cellules sénescentes, de faire complètement marche arrière, c'est-à-dire d'effacer leur identité, de se retrouver à l'état embryonnaire, et puis ensuite, de repartir dans l'autre sens. On est parti d'une cellule de peau, de centenaire, et puis on a fait marche arrière à l'âge d'un embryon, et puis on a redifférencié en cellules de peau. Et quand on a comparé les deux, la physiologie de la cellule qu'on avait reproduite était une physiologie de cellules de bébé. Alors, à l'époque, on ne savait pas calculer l'âge épigénétique. Donc, on est passé de 100 ans à l'âge 0, en fait. On l'a mesuré, ça. Donc, techniquement, on a remis les compteurs à 0. Pour rajeunir. Hein. On a rajeuni à l'âge 0 une cellule. Alors ça, c'est vrai en laboratoire, on ne peut pas le faire dans la vraie vie, si? Alors non, on ne peut pas le faire, puis on n'a pas intérêt à le faire. Parce que si on va un peu trop loin dans la reprogrammation, on se retrouve à l'état embryonnaire. Vous voyez, et l'état embryonnaire, vous savez, c'est ces cellules, au départ, qui sont capables de se diviser à l'infini, un peu immortelles. Le risque de cancérisation serait énorme. Par contre, à la suite de ça, ça a ouvert une porte vers la thérapie cellulaire, parce que vous prenez une cellule d'un patient et vieillissant, il manque de cellules, le pancréas, par exemple, il est diabétique, il faut refaire des cellules de pancréas pour resynthétiser de l'insuline. On peut prendre une cellule sanguine de cette personne, la reprogrammer à l'état embryonnaire, et puis la redifférencier non pas en cellules sanguines, mais en cellules du pancréas. Parce que on peut, avec ces cellules embryonnaires, on peut tout faire. On peut faire ces 220 types cellulaires. Donc ça veut dire que ça a ouvert une porte énorme à la thérapie cellulaire pour essayer de corriger des maladies. Et surtout, être capable de réinjecter des cellules à l'âge 0 quand même. Donc ça, c'était quand même important. Mais c'est cibler une maladie, une pathologie, et ça nous paraissait quand même assez long pour traiter le vieillissement. Et donc, on s'est dit que peut-être... comme en même temps qu'on effaçait l'identité, donc on dédifférenciait la cellule, on rajeunissait, peut-être qu'il y avait un moyen de séparer les deux événements. C'est-à-dire rajeunir sans dédifférencier, donc garder l'identité. Et c'est ce qu'on a développé avec quelques groupes de chercheurs dans le monde, où on a lancé la reprogrammation, mais on l'a arrêtée.
On n'est pas allé aussi loin. Mais ça suffit à enclencher un processus de rajeunissement. Alors là, je vais avoir plein de questions. Alors quand on fait ça, on ne va pas à l'âge 0, mais on peut quand même gagner entre 10 et 20 ans avec juste une seule reprogrammation. Transitoire, puisqu'on ne va pas jusqu'au bout. Bien sûr. Alors, j'ai plein de questions. La première, avant de rentrer dans la technique, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des sports, est-ce qu'il y a une préférence sportive particulière, ou est-ce que c'est l'alternance de sports qui permet de faire cette reprogrammation épigénétique? Donc je vais aller d'abord du naturel, entre guillemets, jusqu'au médical. Mais... Alors, comme je vous le disais, ça a été une étude pilote qui a été faite, et on n'a pas séparé activité physique d'alimentation, de mode de vie. Donc en fait, on ne sait pas quel type de sport, quelle est la part de l'alimentation versus l'exercice physique. On sait que globalement, changement de mode de vie vers quelque chose de plus sain, eh bien, améliore l'âge épigénétique. Après, ça mériterait d'être regardé en détail, de savoir effectivement quel programme sportif il faut mettre en route. Est-ce qu'il faut faire plus du cardio? Est-ce qu'il faut faire plus de l'activité régulière? Est-ce que... Voilà, tout ça est encore à explorer. On sait que ça fonctionne. Maintenant, il y a beaucoup de recherches derrière. On ne sait pas comment. On ne sait pas encore comment. Ce que vous disiez sur les cellules, moi ça m'a fait penser, parce que vous n'avez pas parlé de ça, parce qu'effectivement c'est pas une maladie liée à l'âge, mais une des maladies dont beaucoup de personnes meurent, j'ai l'impression, en tout cas un truc qui nous touche beaucoup, c'est le cancer. Le cancer, c'est pas une maladie liée à l'âge, parce qu'on peut avoir un cancer très jeune. C'est vrai, mais on peut aussi avoir du diabète assez jeune, on peut aussi avoir... C'est une maladie liée à l'âge, le cancer? En fait, l'incidence de toutes les pathologies, cancer compris, augmente avec l'âge de façon exponentielle. Alors, est-ce que ce que vous êtes en train de décrire, c'est-à-dire cette médecine cellulaire, ça pourrait résoudre, au moins partiellement, les cas de cancer quand ils sont pris suffisamment tôt? Alors, on ne sait pas au départ. On ne sait pas au départ parce que effectivement, quand vous avez, il y a un certain nombre de cancers qui sont liés à des mutations sur notre génome, et qui sont des mutations avec des séquences d'événements qui sont connues. On sait que tel cancer va mettre 15 ans à se développer. Il faut qu'il y ait telle mutation dans les voies de la sénescence, telle mutation, etc. Donc tout ça, est, même si c'est difficile à suivre, on sait que les événements qui mènent au cancer, pour un certain nombre, sont connus. Il y a aussi des cancers qui sont liés à l'épigénétique, c'est-à-dire qu'on disait qu'on régule des gènes différemment avec l'épigénome. Eh bien, s'il y a un certain nombre de gènes qui sont des gènes qui préviennent le cancer et qui sont inactivés par l'épigénétique, on va favoriser l'apparition de cancer. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que quand on fait un certain nombre de traitements, qui sont des traitements qu'on pourrait appeler anti-âge, lorsqu'on cible les cellules sénescentes, lorsqu'on reprogramme les cellules, eh bien, d'une façon ou d'une autre, on voit qu'on retarde l'ensemble des pathologies liées à l'âge, dont le cancer. Je vais vous donner un exemple. On sait que, par exemple, la restriction calorique fait gagner de la longévité. On sait que le jeûne intermittent favorise l'émergence d'un certain nombre d'événements cellulaires qui vont améliorer la physiologie de nos cellules. Si on veut le mimer, par exemple, avec des petites molécules, certaines sont des molécules médicaments, comme la metformine, qui est un antidiabétique, eh bien, on sait que les personnes qui sont pourtant diabétiques au départ, lorsqu'ils prennent de la metformine, eh bien, ils ont moins de cancer, moins de maladies cardiovasculaires, moins d'Alzheimer, et en plus, ils vivent plus longtemps que les non-diabétiques qui ne prennent pas de metformine. Donc, vous voyez, typiquement, quand on de la metformine. Non, mais quand on cible certaines marques du vieillissement, eh bien, on retarde toutes les pathologies liées à l'âge. Et c'est la raison pour laquelle les chercheurs se sont... Alors, c'est souvent les chercheurs, parce que les médecins, bien sûr, sont des médecins souvent de spécialité, avec des pathologies d'organes, etc., qui sont très pertinents, mais qui traitent la maladie et la maladie de l'organe. Le chercheur, lui, il va traiter le vieillissement, parce que c'est ce qu'il explore.
Et souvent, beaucoup de collègues sont un peu sur cette même ligne, pensent que c'est le vieillissement qu'il faut traiter si on veut éviter les pathologies. Et quand on le fait, alors on l'a fait avec cette reprogrammation transitoire, mais d'autres personnes l'ont fait en ciblant et en détruisant les cellules sénescentes qui s'accumulent dans nos tissus avec l'âge et qui sont vraiment délétères pour nos tissus. Eh bien, à chaque fois, on arrive à gagner 30% de vie en bonne santé sur nos modèles animaux, qui sont c'est la souris de laboratoire, mais sans pathologie du vieillissement. Et donc, c'est, je pense, aujourd'hui tout l'enjeu. Je vais revenir sur des choses plus pas quotidiennes, mais plus de notre temps aujourd'hui. Parce que là, ce que vous êtes en train de décrire, et on va y aller, parce que c'est hyper passionnant, mais sur les cancers, vous dites que ça peut prendre 15 ans à se développer. En général, on s'intéresse au cancer en tant qu'humain au moment où il se déclare. Mais ça veut dire, en tout cas, c'est ce que je comprends, c'est qu'en fait, on pourrait faire des examens qui pourraient nous permettre de savoir si on est en train de développer un cancer d'une manière ou d'une autre. Parce que si ça prend 15 ans, c'est pas le jour où ça se déclare. C'est-à-dire que... Non, en fait, ça prend 15 ans parce qu'il faut une séquence d'événements. Mais tant que l'ensemble des séquences d'événements ne sont pas présentes, on n'a pas de moyen de détecter réellement. On n'a pas de cancer qui se développe. Mais on est en train de faire le lit de ce cancer. Mais ça, on pourrait le savoir. Alors c'est très compliqué parce que souvent c'est des mutations sur le génome qui sont ponctuelles, qui sont dans un tissu donné, parce que vous ne faites pas un cancer généralisé. Généralement pas. Non, mais vous faites un cancer d'un tissu. Et donc il faut comment savoir quel tissu est impacté, quel cancer. Donc c'est très compliqué de faire de la prévention en essayant de cibler quelles sont les séquences d'événements. Souvent ce qu'on fait, c'est qu'une fois que le cancer est là, on regarde un petit peu quel type de cancer on a. On peut même séquencer les génomes de ce cancer et de regarder quel type de cancer à l'origine s'est développé. Mais aller au-delà, c'est compliqué. Non, de même que les maladies cardiovasculaires, le diabète, etc., les maladies neurodégénératives, l'idée, c'est de faire de la prévention en essayant de maintenir une physiologie de nos cellules qui n'est pas stressante ou vous voyez, qui est pas endommageante pour nos cellules et éviter ces mutations. Et alors, comment ça se fait ? Parce que c'est sans doute ce que beaucoup de gens se posent comme question, qu'il y a des gens qui sont en bonne santé, qui font du sport, qui mangent bien et qui développent des cancers malgré tout. Il y a plein d'événements qui permettent de développer le cancer. Il y a on peut avoir des polluants, on peut avoir être en contact avec des molécules. On respire, on mange, on boit. Il y a des tas de molécules qui sont présentes, qui peuvent endommager nos génomes, que ce soit le génome sur nos chromosomes, mais aussi sur le génome de nos mitochondries, par exemple, qui sont capables de fabriquer l'énergie. Donc, on est soumis en permanence à des stress, des endommagements. Nos cellules, toute leur vie, elles stressent. Donc elles s'endommagent, il faut les réparer. Puis quand ça se passe bien, qu'elles réparent bien, tout va bien. Et quand on laisse des marques et des dommages, le risque d'avoir des maladies augmente. Et d'ailleurs, parce que vous parlez de ça, j'ai vu, et ça m'intéresse particulièrement moi, mais parce que j'en suis originaire, que la Martinique était devenue une zone bleue. Oui. Et alors... Je vais prendre un exemple qui est vraiment très personnel, mais moi, mes grands-parents travaillaient dans les champs de bananes, donc ils ont été recouverts de ce produit. Et donc, mon grand-père, il est mort d'un cancer, il n'y a pas de secret. Ça, c'est l'environnement. C'est-à-dire qu'en fait... Et alors, du coup, il y a plusieurs choses. C'est d'abord... ce que vous appelez environnement, c'est effectivement potentiellement la pollution de l'air, la pollution de l'eau, etc. Et de deux, comment la Martinique peut être une zone bleue alors qu'il y a eu cet épandage, je sais pas comment on appelle ça, cet épandage de produits toxiques au-dessus des populations, en fait. En fait, pour l'instant, l'hypothèse pour la Martinique, elle semble pas être la même que les autres zones bleues. Les démographes qui ont étudié toutes ces zones bleues, ont identifié des dénominateurs communs aux 5 zones bleues qui sont bien caractérisées. Et à chaque fois,
c'est effectivement l'exercice, l'activité physique, l'alimentation, le lien social et l'absence de stress. Pour la Martinique, il se pourrait que ce soit une robustesse qui vienne d'une sélection qui aurait pu être amenée, enfin en tout cas c'est leur hypothèse, par l'esclavagisme. Et c'est-à-dire que ceux qui ont survécu étaient les plus solidaires. C'était les plus robustes. Et donc, ils ont transmis cette robustesse à leur génération. Il y a cette hypothèse dans le sport d'ailleurs, qu'en fait, il y a beaucoup de Noirs qui performent beaucoup dans le sport parce qu'en fait, ils sont robustes, parce qu'en fait, ils sont descendants de gens qui ont été sélectionnés, entre guillemets, de manière darwinienne, un peu atroce. C'est une possibilité, oui, c'est une possibilité. Ouais. D'accord. On va revenir sur la médecine cellulaire parce que c'est passionnant et en fait, ça ouvre plein de champs. En fait, aujourd'hui, est-ce que c'est une réalité, la médecine cellulaire, ou c'est juste, entre guillemets, de l'analyse de laboratoire? Est-ce que ça se pratique déjà d'une certaine manière? Alors, il y a beaucoup de choses qui sont encore en essai clinique, mais que, par exemple, vous parliez des cancers. Eh bien, pour un certain nombre de cancers, le génome de ces tumeurs prélevées est séquencé pour adapter le traitement. Donc ça existe déjà, c'est de la médecine moléculaire, mais ça existe déjà. Ensuite, pour ce qui est par exemple des cellules sénescentes, on sait que ces cellules s'accumulent avec l'âge dans une majorité de tissus et ce sont le siège de pathologies liées à l'âge. Et en fait, c'est un vrai dénominateur commun, parce que quand on regarde des personnes diabétiques, au niveau du pancréas, ils ont des cellules sénescentes. Si on regarde les gens qui ont Alzheimer, ils ont des cellules sénescentes. Et donc, aujourd'hui, on a des petites molécules qui ont été identifiées, qu'on appelle des sénolytiques, qui sont des molécules qui sont capables de détruire les cellules sénescentes. Et ça, par exemple, c'est en essai clinique aux États-Unis pour traiter l'arthrose, l'ostéoporose, pour traiter le vieillissement du système hématopoïétique, pour Alzheimer, pour la fragilité, qui est une période de la vie qui est caractérisée assez bien par les gériatres, où on a une sorte de basculement, on n'est pas encore malade, mais voilà, on est moins actif, on a moins d'envie, on est fatigué, etc. Et on se dirige vers les pathologies liées à l'âge. Donc tout ça, c'est déjà parce qu'on sait que la cellule sénescente est présente dans les tissus qui sont impactés, c'est en essai clinique. Donc ça n'est pas encore dans la pratique des médecins, mais c'est en essai clinique. D'accord. Quand est-ce qu'on peut espérer, enfin je sais pas si c'est la bonne terminologie, mais que ça arrive dans les hôpitaux publics de cette manière? Alors, à partir du moment où on en est déjà à l'essai clinique, je pense que c'est des choses qui vont arriver dans les traitements. Moi, je dirais que les sénolytiques, ça peut peut-être prendre encore une dizaine d'années avant que ce soit des traitements qu'on utilise à l'hôpital ou voilà, sur des personnes qui ont des pathologies. En fait, le problème, c'est de traiter avec des molécules qui vont détruire les cellules sénescentes alors que c'est la cause de la maladie. Et donc, on traite la maladie alors qu'elle est déjà installée. Donc, typiquement, il faudrait traiter avant. Et donc, il faudra avoir un moyen d'évaluer le vieillissement. Et une fois évalué, se dire, cette personne n'est pas encore malade, mais comme la sénescence, c'est un dénominateur commun à toutes les maladies liées à l'âge, il faut la traiter pour éviter qu'elle soit malade. Mais on est capable de le faire, ce que vous disiez, pas au tout début, mais en tout cas dans le cours de notre conversation, c'est qu'on est capable de définir votre âge biologique aujourd'hui. Oui. Donc on est capable de voir votre sénescence. Mais on le fait plutôt dans les laboratoires de recherche. On a les outils pour le faire, mais il n'y a pas encore un médecin qui vous prescrit une analyse de votre âge biologique. Ah, je pensais que c'était possible avec des marqueurs dans le sang ou... Non. Ce qu'on fait actuellement, c'est le taux de cholestérol, le taux de sucre, et des choses comme ça. Mais quelques marqueurs même pour le cancer. Hein, on suit un certain nombre de choses. Mais non, en fait, pour calculer l'âge biologique, aujourd'hui, ce qui est le plus utilisé, c'est les marqueurs épigénétiques, justement. Et on arrive à identifier sur le génome, aujourd'hui, pratiquement 1 million de sites qui sont modifiés au niveau épigénétique en fonction de l'âge. Et donc, avec ça, on le disait, on calcule des horloges et on cherche le nombre minimum de sites qui nous permettent d'évaluer l'âge biologique. Et ça, on sait le faire dans les laboratoires. On le fait dans mon laboratoire, on le fait dans pas mal d'autres laboratoires de recherche dans le monde. Mais en France, ça n'est pas une prescription encore. Il y a un certain nombre de personnes qui
qui se connectent sur des sites aux États-Unis où on leur envoie un kit et puis voilà, et on peut leur calculer leur âge biologique. Et donc on sait le faire. On sait le faire, mais c'est pas fait en France par des médecins. D'accord. Il n'y a pas de prescription. Pourquoi c'est pas le cas en France et c'est le cas par exemple aux États-Unis ou en Angleterre? On a une réglementation qui est complètement différente. Aux États-Unis, si vous avez envie de faire une analyse génétique de facteurs de risque, c'est pas un souci. En France, il n'y a pas de prescription. D'accord. Éthiquement, la réglementation empêche de faire ce type d'analyse parce que souvent, il y a des multitudes de sites qui existent. Et donc, quel est le plus fiable? Tant qu'on n'a pas notre système de santé qui a validé une fiabilité sur un test, on va pas prescrire. Donc ça, c'est encore à faire. Et pour les gens qui seraient un peu complotistes, on peut se dire aussi, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont se dire, attention, c'est peut-être les labos pharma qui vous empêchent mais là où ils sont très forts, les lobbies, c'est surtout aux États-Unis, alors qu'en fait, aux États-Unis, on peut le faire. Enfin, juste... Non, je pense que c'est vraiment... C'est une sécurité pour le patient, c'est-à-dire que... imaginez, on annonce à quelqu'un qu'il a 15 ans de plus en âge biologique. On a intérêt à être fiable sur l'annonce parce que ça peut quand même démoraliser un certain nombre de personnes. Et puis, quand c'est fait et quand c'est indiqué par un médecin, voilà, c'est différent. Vous recevez votre résultat par la poste et puis on vous dit non, vous avez 75 ans. Je suis désolé, mais... Allez, ciao. Donc non, raisonnablement, il faut que ce soit validé, que ces tests soient vraiment validés et que ça puisse être prescrit par un médecin. Aujourd'hui, ça l'est pas encore. De même que des petites molécules, médicaments qui pourraient freiner le vieillissement, ça ne l'est pas encore, parce que le vieillissement n'est pas considéré comme une maladie. Mais j'espère qu'à force d'en parler, de pousser les choses, je ne suis pas le seul. Et donc peut-être qu'à un moment, on se dira, voilà, maintenant il y a un test fiable. Et puis il y a aussi des sociétés, des startups qui commencent à développer ce genre de choses. Donc peut-être qu'on va arriver à terme à avoir le nécessaire pour avoir ce test accessible. C'est quoi la fiabilité de ces startups par exemple? Enfin, il y en a des multiples, on va pas donner de nom, mais ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est en fait ça marche partiellement. Parce qu'en fait, on n'est pas capable vraiment de savoir exactement votre âge épigénétique, mais quand même, ça existe et ça fonctionne de manière partielle, non? Non, ça fonctionne. Ça fonctionne dans les laboratoires. La seule chose, c'est quand vous envoyez un prélèvement sanguin ou autre aux États-Unis sur un site et qu'on vous donne un résultat, on ne sait pas ce qu'il y a derrière la machine, hein. Donc, quand c'est des collègues qui ont monté le site, qui travaillent sur la même chose que nous, on se dit et on sait, ça a été publié, c'est fiable. Mais un médecin en France, voilà, vous savez, il n'est pas au courant de tout ça. Bien sûr. Et donc, aujourd'hui, on a des choses assez fiables quand même. Bien sûr, quand on regarde l'épigénome, c'est une façon de mesurer l'âge biologique. On peut aussi le mesurer avec nos protéines circulantes. Une prise de sang, votre plasma, 3 gouttes de sang, vous pouvez mesurer le taux de plus de 10 000 protéines circulantes et calculer et construire une horloge aussi de votre âge biologique. Donc, comme on peut le faire avec tout un ensemble de marqueurs différents, si on combine l'ensemble, là, on va avoir quelque chose de fiable. Donc là, vous connaissez votre âge biologique, par exemple? Non, parce que vous savez, nous, chercheurs de l'État, on ne travaille pas sur nous-mêmes et sur nos cellules. Ah non? Déontologiquement, oui, Vous n'avez pas eu la curiosité de savoir? Je ne suis pas encore en retraite, on verra quand je serai en retraite. Vous avez parlé de produits qu'on peut prendre, en particulier pour les diabétiques. En fait, ce qui est assez étonnant de ce que j'entends, et moi je ne suis pas du tout expert du sujet, en tout cas très, très, très loin de votre expertise, j'ai l'impression qu'il y a plein de produits pour les diabétiques que beaucoup de personnes prennent, alors qu'ils ne sont pas diabétiques, pour des questions de longévité, d'obésité. C'est là où il y a le plus de recherche? En fait, la base de tout ça, c'est
c'est les démonstrations de preuves de concept que la restriction calorique permet d'augmenter la longévité en bonne santé. Pourquoi ? Parce que, et pour certains le jeûne intermittent, pourquoi ? C'est parce que quand nos cellules sont privées de nutriments, en fait c'est un stress et elles déclenchent des mécanismes de réponse au stress. Et parmi ces mécanismes, on a par exemple une augmentation de certains facteurs, l'expression de certains gènes qui vont permettre d'augmenter la réparation de notre génome quand il est endommagé. On a des facteurs qu'on appelle des protéines chaperones qui vont éviter que nos protéines fonctionnelles ou dysfonctionnelles dans la cellule s'agrègent, comme c'est le cas par exemple dans les maladies neurodégénératives. Donc c'est quelque chose qui permet de faire un peu de prévention. Et puis on a aussi un mécanisme bien connu qui est l'autophagie, qui est je dégrade tous les facteurs protéiques qui sont altérés et puis je recycle parce que j'ai pas assez de nutriments. J'ai pas assez de nutriments, il faut en produire. Et donc je dégrade ce qui est déjà construit, je le déconstruis et je le reproduis. Et donc ça en gros, l'autophagie, c'est un petit coup de jouvence pour nos cellules. On enlève tout ce qui est altéré et on refait du jeune avec du vieux. Alors, c'est marrant de parler de jeune et de jeune. Du coup, j'ai plusieurs questions sur ce sujet. Est-ce que c'est vrai pour les deux genres, masculin, féminin, les deux grands genres, on va dire, dans lesquels on est, en tout cas. Est-ce que c'est vrai pour les hommes et pour les femmes ? Est-ce que c'est vrai à toutes les périodes de la vie des femmes, en particulier quand elles ont leurs règles ou pas ? Et ensuite, comment on fait pour faire cette restriction alimentaire sans limiter le nombre de... pardon, j'ai plus le terme en tête. Pas des lipides, pas des glucides. Le troisième, des protéines, pardon. Sans limiter les protéines, parce qu'en fait, ce que vous dites quand même, c'est qu'il faut beaucoup de protéines. Parce que si on vous écoute, on pourrait se dire, ah bah tiens, en fait, je vais faire un énorme régime, je vais arrêter de manger. C'est certainement pas la solution. Donc, en fait, on a besoin de beaucoup de protéines. Donc, il y a plusieurs questions. La première, c'est est-ce que c'est genré ? Cette histoire de jeûne intermittent et de restriction alimentaire. Est-ce qu'il y a des périodes de la vie, donc en particulier pour les femmes pendant leurs règles, où elles devraient pas, ou la grossesse par exemple, où elles ne devraient pas être en jeûne intermittent ou en restriction alimentaire? Et ensuite, d'abord répondons à ça, puis après la suite. En fait, la restriction calorique, ça fonctionne aussi bien, il n'y a pas de genre, c'est aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Après, c'est pas toujours simple de faire de la restriction calorique, donc il y a des mimétiques, voilà, comme on en parlait, la metformine, etc. Et puis il y a aussi le jeûne intermittent, parce que là, on diminue pas le nombre de calories, mais on déclenche tous ces mécanismes dont on parlait, d'autophagie, etc. Parce que à un moment de la journée, c'est pas en permanence, mais à un moment de la journée, on n'a pas assez de nutriments. Donc, parce qu'on est resté entre 12 et 16 heures sans manger, et donc on déclenche tous ces mécanismes. Donc, on n'est pas obligé non plus de diminuer complètement le nombre de calories, parce que finalement, on peut très bien manger autant de calories et faire du jeûne intermittent, un bon déjeuner, un bon repas le soir, et voilà, ou passer le déjeuner, etc. Voilà, peu importe comment on le fait. Donc, finalement, non, il n'y a pas de genre. Pour la restriction calorique, et puis le bénéfice est pratiquement le même. Après, pour ce qui est des protéines, alors effectivement, les protéines, c'est moins calorique que les lipides, donc quand on mange plus de protéines et moins de lipides, on va avoir moins de calories ingérées dans la journée. Pour ce qui est des protéines, quand on est âgé, il faut effectivement manger beaucoup de protéines pour maintenir la masse musculaire en même temps qu'on fait de l'exercice physique. Quand on est un peu plus jeune, l'excès de protéines fait qu'on va avoir un taux d'IGF qui est un des marqueurs sanguins. C'est quoi l'IGF ? Alors l'IGF, alors son nom c'est insuline growth factor. C'est un facteur qui est impliqué dans la prolifération cellulaire et dans la construction. Et donc, quand on a trop de protéines quand on est jeune, on a le risque de favoriser les cancers. Par contre, quand on est âgé, ne pas avoir assez de protéines, eh bien, ça nous fait on fond au niveau des muscles. Donc, il y a des périodes de la vie où voilà, il faut
peut-être que quand on est jeune, voilà, manger des protéines, c'est bien sûr que c'est bien, mais voilà, faut pas non plus en abuser. Par contre, quand on est âgé, il faut le maintenir. Il faut maintenir les protéines. C'est dommage parce que moi j'ai été éduqué, je sais pas vous, mais en tout cas il n'y avait pas de cette culture et moi j'avais quasiment de la viande à tous les repas, ou en tout cas mais moi aussi. j'ai grandi dans une culture Moi aussi, où bien sûr. si j'avais pas mangé de la viande, j'avais pas mangé en fait d'une certaine manière. Donc, oui, moi aussi, voilà. effectivement. Ce qui a beaucoup changé dans les 10-15 dernières années. Absolument. Donc c'est un peu dommage pour nous. Absolument. Parce que nous, quand on était jeunes, on mangeait pas beaucoup on mangeait énormément en l'occurrence de protéines. Et maintenant, et après, il y a eu toute cette culture autour de il faut manger beaucoup moins de viande, où moi j'ai quasiment arrêté. Enfin, je mangeais pas du tout assez de protéines, je me suis rendu compte. Alors qu'en fait, il faudrait que je réaugmente. Donc je suis complètement à contre-rebond de. Oui, c'est vrai que la nutrition évolue pas mal. Ouais. Oui. En fonction de la recherche aussi, des données scientifiques qu'on arrive à sortir, à accumuler. Ouais. Bon, tout n'est pas, mais on peut, tout n'est pas acheté. On peut quand même se refaire. En fait, on peut se refaire une santé. Le gros message, c'est que le vieillissement de nos cellules est réversible. Oui, et donc, ça. Voilà, il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est ça. Donc là, il faut manger de la protéine, faire du sport. Absolument. Pour reprendre. J'aimerais bien qu'on reparle de cette biothérapie. La biothérapie. Est-ce que la biothérapie, d'abord, parce que c'est un terme qui est dans le livre et comme je ne suis pas du tout expert, je ne suis pas certain de comprendre. Biothérapie, oui. Biothérapie et médecine cellulaire, ça n'a rien à voir? Alors, les biothérapies, ça en fait partie. C'est-à-dire que la médecine cellulaire, si vous faites, par exemple, de l'immunothérapie pour le cancer, ça fait partie des biothérapies. Donc, il y a plusieurs axes dans les biothérapies. Ça peut être la thérapie cellulaire, ça peut être l'immunothérapie, ça peut être la médecine de précision, la médecine cellulaire. Donc, il y a plein de domaines différents dans les biothérapies. Donc l'objectif, c'est de traiter les maladies avec des outils biologiques. C'est pour ça qu'on les appelle les biothérapies. Ok, très clair. Est-ce que demain, on va être tous immortels? Peut-être pas immortels, parce qu'immortel, ça me semble un peu compliqué, mais immortels. Alors, je pense que la longévité va continuer à augmenter. Aujourd'hui, en France, c'est 85 à peu près pour les femmes. Et déjà, l'espérance de vie à la naissance, et si on mesure déjà l'âge où les femmes meurent le plus, c'est déjà 91 ans. Donc on s'approche déjà de la centaine. Notre corps, c'est Madame Calment, 122 ans. Je pense qu'assez vite, on va être à 100 ans en bonne santé. Donc ça, oui, ça va continuer. Si on regarde l'âge justement où on meurt le plus, depuis les années 50, eh bien c'est une droite. Ça n'a cessé d'augmenter. Il n'y a pas de palier. Hein. Donc, pourquoi ça s'arrêterait? On sait pas. Peut-être que c'est naturel, mais je ne sais pas. Est-ce que la mort est une maladie? C'est une question. Est-ce que ça ne va pas générer une médecine à double vitesse dans un premier temps? Parce que j'ai vu aussi dans votre livre ce principe de passer du sang d'un corps jeune à un corps vieux. Et je me suis dit, mais attendez, mais c'est le corps de qui? Parce que d'un coup, est-ce qu'il ne va pas y avoir une sorte d'esclavagisation des jeunes de je ne sais où? Oui, non. En fait, je ne pense pas qu'il y aura une médecine à deux vitesses. Il y a déjà une médecine à deux vitesses. Je dirais, pas chez nous, mais dans certains pays. Justement, où pour se payer un traitement de chimiothérapie, dans certains pays, il faut vendre la maison, si vous voulez. Donc, il y a déjà une médecine à deux vitesses sur la planète, mais qu'un médicament est développé ou une molécule est développée par un laboratoire pharmaceutique, évidemment qu'au départ, l'investissement fait que le produit, la molécule va coûter assez cher au système de santé, mais ça tombe dans le domaine public, etc. Donc on a des systèmes pour contourner ça, même si au début ça peut être, pour quelques privilégiés, très très vite, ça devient accessible à tous. Donc je ne pense pas qu'il y aura une médecine à deux vitesses sur cette médecine de la longévité à moyen terme. Ensuite... votre question, c'était... Excusez-moi, Non, il y avait vraiment cette question de double vitesse et je ne sais plus ce que je vous ai demandé. Attendez, j'étais en plein dans j'écoutais ce que vous me disiez, du coup j'ai oublié ma question. Je ne sais plus ce que je vous ai dit d'un coup.
Attendez. Je sais plus. J'étais complètement pris dans votre réponse. Je l'ai peut-être dit sans le... Peut-être, je sais plus. Donc non, je pense pas qu'il y ait vraiment une médecine à deux vitesses qui va se mettre en place. Pourquoi ? Parce que... Ah oui, c'était le passage de sang. C'était ça, l'autre question. Alors, ne serait-ce que le fait de voir que la population vieillit, on sait que les maladies vont arriver. Donc, il va falloir prendre la mesure et avoir des traitements accessibles à tous. Parce que on est sûr d'aller tous vers des pathologies liées à l'âge si on ne fait pas de traitement sur les maladies, même si elles deviennent chroniques ensuite. Mais il va falloir aussi prendre la mesure de le faire avant d'être malade. Et donc, je pense que ça sera accessible réellement à tous parce que c'est un enjeu tel au niveau sociétal, médical, économique qu'on ne pourra pas s'en affranchir. Donc l'autre question, c'était sur le... Parce que donc, dans le livre, vous dites qu'on peut passer du sang jeune à une personne plus âgée et que ça fonctionne. Donc ça a des impacts. On en a un tout petit peu parlé, ce que vous disiez sur remettre des cellules. Mais ce que vous disiez tout à l'heure, c'était votre cellule, on vous la prend, on la rajeunit, on vous la remet. Donc ça, c'est votre corps, c'est une sorte d'écosystème interne. Mais ce que vous dites dans le livre, c'est aussi qu'on peut prendre le sang d'un corps jeune et l'intégrer dans un corps plus vieux. Et que ça fonctionne aussi. En fait, ce que les chercheurs ont identifié, c'est qu'on a un certain nombre de facteurs circulants. D'ailleurs, on peut construire des horloges. Et donc, quand on regarde le taux de ces facteurs en fonction du temps, on peut calculer quel âge biologique on a. Ce qui veut dire que finalement, le sang d'un vieux a des facteurs qui sont pro-vieillissants, le sang d'un jeune a des facteurs plutôt rajeunissants ou plutôt juvénisants, entre guillemets. Et donc, si on injecte ces facteurs à une personne âgée, oui, on le rajeunit. Ça a été très bien montré sur des modèles de souris. C'est des expériences qu'on appelle des expériences de parabiose. C'est un peu plus d'un siècle, où les chercheurs ont commencé à connecter par la circulation sanguine des souris jeunes, des souris âgées. Alors, effectivement, quand on fait ça, la souris âgée, elle rajeunit. Et puis, par contre, la souris vieille, la souris jeune, elle vieillit aussi, puisqu'elle est en contact avec un vieux. mais en fait, on a un bénéfice. Alors, quand on dit rajeunir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, on sait qu'avec l'âge, on a la régénération musculaire qui est altérée. On récupère une régénération équivalente à un jeune quand on connecte ou qu'on injecte du sang de jeune à un vieux. Quand on peut regarder aussi, par exemple, sur nos modèles de souris, lorsqu'on injecte ce plasma de jeune à des souris qui ont, avec l'âge, vous savez, le cœur dilaté, ça restructure le cœur, ça récupère la fonction d'expulsion. On récupère aussi la mémoire olfactive, qui est perdue avec l'âge sur ces animaux, la mémoire spatiale. Et sur des modèles d'Alzheimer précoce, sur nos modèles de souris, on retarde l'apparition. Donc on a un vrai bénéfice avec ces facteurs circulants. De là à s'injecter du sang de jeune, peut-être qu'il faut avant tout essayer de trouver les facteurs qui ont ce rôle-là. Et il y a certains facteurs qu'on a déjà identifiés, qui ont un rôle rajeunissant, pas sur tous les tissus, mais sur un certain nombre de tissus. On a un jeune avec nous, on va le garder. Vous avez une seringue. C'est quoi les avancées les plus prometteuses dans le domaine ? C'est-à-dire, dans le livre, vous faites référence à de nombreux produits, à la fin du livre en particulier. C'est lesquelles qui sont les plus prometteuses et qui peuvent être intéressantes ? Alors, en fait, elles le sont toutes, j'imagine, mais... Oui, en fait, je pense que ce qui va être le plus prometteur dans les prochaines années, ça va être et accessible. Tout d'abord, c'est le repositionnement de ces molécules médicaments qui ont déjà des autorisations de mise sur le marché et qui sont pour une maladie au départ, mais qui vont être probablement repositionnés pour traiter le vieillissement. Quand on aura admis qu'il faut traiter le vieillissement et que nos médecins acceptent de traiter le vieillissement. Donc ça, repositionnement de médicaments, c'est ce qui est le plus rapide. Après, il va y avoir les sénolytiques, parce qu'on sait que les molécules existent, elles sont déjà en essai clinique, et donc ça, c'est ce qui va être juste après, ce qui va être le plus prometteur. Ça sert à quoi, pardon ? Détruire les cellules sénescentes. Ah, d'accord. Et donc, quand on détruit les cellules sénescentes, on prévient toutes les pathologies liées à l'âge. C'est pas juste une, c'est toutes. Donc ça va être ces molécules-là qui vont être probablement les plus prometteuses.
Et ensuite, on va avoir tout ce qui est mimétique de la restriction calorique, dont certaines molécules médicaments déjà. Hein. Mais voilà, ça va être aussi des choses qui vont arriver assez vite. Et puis après, il y aura peut-être la reprogrammation, nous verrons. Mais donc, il y a déjà des médicaments qu'on peut prendre aujourd'hui, qui existent. Alors non, on ne peut pas les prendre. Il faut que notre médecin le prescrive. Bien sûr. Mais qui permettrait de lutter contre le vieillissement. Oui, en fait, il y a cette metformine dont on a parlé. Il y a les statines aussi. Il y a la rapamycine, qui sont des molécules aussi qui sont en tout cas décrites efficaces sur nos modèles animaux et qui sont déjà données à l'humain. Alors pour certaines, comme la rapamycine, il y a des effets secondaires. Et donc, il y a toutes ces molécules qui sont équivalentes à la rapamycine, un peu modifiées pour ne plus avoir ces effets secondaires, qui ont été testés aussi, mais qui ne sont prescrits que pour des maladies aujourd'hui. Mais on connaît leur activité anti-âge. C'est quoi la rapamycine? Ça permet de faire quoi à l'origine? Alors, la rapamycine, c'est une molécule qui est au départ un anti-rejet. Et on s'est rendu compte que ça activait... Anti-rejet pardon. Pour les greffes, pardon. Ah oui, d'accord. Pour les greffes. Et on s'est rendu compte que ça activait l'autophagie. Ça avait c'était en gros un mimétique de la restriction calorique. Sans faire de restriction calorique. Voilà, c'est ça. Comme la metformine, par exemple. Et donc, ces molécules-là, médicaments, les statines, c'est un anticholestérol. Et on sait que ça joue aussi sur le vieillissement d'une façon générale. Donc toutes ces molécules, peut-être un jour, effectivement, elles seront prescrites parce qu'on aura pris la mesure de traiter le vieillissement. Et qu'est-ce que vous pensez de tous ces cocktails de vitamines que les gens prennent? Alors, sans forcément de faire de tests sanguins par ailleurs. Oui, d'une façon générale, on devrait faire des tests sanguins pour vérifier qu'on a tout ce qu'il faut en oligo-éléments, au taux nécessaire. Alors quand on prend des polyvitamines, oligo-éléments divers, généralement sur le flacon, vous avez l'apport. Ça vous apporte 100% de votre besoin journalier ou pas. Bien sûr, si c'est 500%, vous risquez d'être en excès. Si c'est 100% du journalier, au pire, vous avez un tout petit excès qui sera plutôt bénéfique si vous en manquez plutôt que l'inverse. Voilà, donc moi je prends un cocktail vitaminé, hein, puis beaucoup de gens que je connais le font aussi. Ouais. C'est quoi les vitamines les plus importantes à prendre aujourd'hui ? Je ne suis pas sûr qu'il y en ait réellement plus importantes. Toutes sont importantes. Par exemple, la vitamine C, la vitamine E, c'est des très bons antioxydants. Donc, d'avoir suffisamment de vitamine C et vitamine E, mais qu'on finalement on trouve dans les fruits. Hein. Donc, ça, c'est important. Après, la vitamine D, voilà. Chaque vitamine a son activité. Vitamine D pour l'ostéoporose, etc. Donc, il n'y a pas de vitamine plus importante qu'une autre, je pense. Et si on veut faire un état des lieux, il faut demander à son médecin de faire une prise de sang des vitamines? Comment ça fonctionne? Vous pouvez mesurer le taux de vitamine D, vitamine E, oui, bien sûr. D'accord, donc il faut aller voir son médecin. Ça se fait pas souvent. Parce je pense qu'il faut le demander, c'est pas systématique, quoi. D'accord, il faut aller voir son médecin traitant et demander une prise de sang spécifique. On va voir si on a tout ce qu'il faut. Et oui, on peut le faire, ouais, effectivement. D'accord. On peut mesurer tout ça. Très clair. Parfait. Merci beaucoup, Jean-Marc. C'est passionnant. En fait, ça pourrait durer longtemps parce que j'ai encore plein de questions. Merci à vous. Le podcast... posez pas le micro parce qu'il y a la dernière question que je vous avais prévenue. Le podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi vous voulez ouvrir et où claquer la porte. Alors moi, je voudrais ouvrir la porte à dépasser l'âge de Madame Calment en bonne santé. Parfait. Logiquement. Merci beaucoup. C'est moi. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.